Un éclat de miroir de la taille d'une paume. Le soleil du matin. Et 8 tireurs d'élite allemands qui se sont trahis. Ukraine, périphérie de Kharkov, 23 août 1943. 7 heures du matin. Maxime Nomokonov resta 3 jours dans une tranchée. Des tireurs d'élite allemands contrôlaient 500 mètres de la ligne de front. Nos soldats n'osaient pas relever la tête. 11 morts en 2 jours. Tous abattus d'une balle précise dans la tête. Des professionnels. Mais où étaient-ils passés? Nomokonov ne parvenait pas à les retrouver. 8 contre 1. 8 experts équipés de lunettes d'optique, connaissant chaque pierre de leur territoire. Et un chasseur transbaïkalien avec un fusil et un jouet d'enfant dans sa poche. Un miroir trouvé dans les ruines d'une maison incendiée. Le soir venu, les 8 Allemands étaient tous morts. Comment un chasseur qui a passé toute sa vie à tirer sur des antilopes noires et des cerfs rouges dans la taïga a-t-il pu déjouer les meilleurs tireurs d'élite de la Wehrmacht? Pour comprendre cela, il faut remonter 20 ans en arrière, en Transbaïkalie, à un garçon qui a appris à lire les empreintes de pas dans la neige avant même de savoir lire dans les livres. Il s'appelait Maxime Passard. Ce nom sonne plus doux en bourriate, mais l'armée rouge l'a enregistré en russe sous la forme Maxime Alexandrovitch Nomokonov. 38 ans, sergent. Tireur d'élite, 21e armée, 153e division de fusiliers. Il est né en 1905 dans l'Oulouse de Nijni Torgotse, en Transbaïkalie. Ce n'est ni un village, ni un hameau au sens traditionnel du terme. 7 yourtes sur les rives de la rivière Tchikoï. Entouré de centaines de kilomètres de taïga. La voie ferrée la plus proche est à 1 semaine de cheval. Mon père était chasseur, ma mère était chasseresse, mon grand-père était chasseur. Dans ces contrées, il n'y avait aucun doute sur ce que l'on deviendrait en grandissant. La taïga nourrissait, la taïga enseignait, la taïga tuait les inattentifs. Maxime avait 6 ans lorsque son père l'emmena pêcher pour la première fois. Ils ont marché pendant 3 jours, en silence. Mon père n'a rien dit, il me l'a montré. Il y avait un cerf qui grattait le sol ici la nuit dernière. Tu vois cette branche cassée? Il la frottait avec ses bois. Un mâle, un adulte. Il est parti par là. Maxime observait, il mémorisait. La taïga n'était pas qu'une simple forêt pour lui. C'était un livre. Chaque trace était une lettre. Chaque brin d'herbe foulée, un mot. Il lui suffisait d'apprendre à lire. À 12 ans, il était un meilleur tireur que la plupart des chasseurs adultes. À 15 ans, il pouvait atteindre un écureuil à l'œil à 80 mètres. Pas le corps, mais l'œil. Pour que la peau reste intacte, c'est ce que son grand-père lui avait appris. Si tu rates ta cible, c'est que tu n'as pas faim, dit le vieil homme. Un homme affamé ne rate jamais sa cible. Un homme affamé voit sa proie comme s'il la tenait entre ses mains. Tu comprends? Maxime hocha la tête, et il apprit à voir. Mais la chose la plus importante qu'on lui ait enseignée, c'est la patience. La chasse dans la taïga n'est pas une poursuite, c'est une attente. On repère un endroit où l'animal passera, on s'allonge, et on attend. 1 heure, 2, 5, une journée. On ne bouge pas, on ne tousse pas, on respire lentement. On ne fait plus qu'un avec la terre. Un animal perçoit la présence humaine. Il entend les battements de votre cœur si vous êtes nerveux. Il voit votre peur. C'est pourquoi un chasseur ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas se précipiter. Il attend, simplement. Le moment venu, l'animal viendra. Maxime a appris cela avant même d'apprendre à lire et à écrire. Il n'avait fait que 4 années d'études. Il n'avait pas le choix. Il devait travailler. Il avait une famille nombreuse, 6 enfants. Tous avaient faim. Il se maria à 18 ans. Son épouse, Niura, était une bourriate originaire d'un Ulus voisin. Calme et travailleuse, elle lui donna 3 enfants, 2 fils et une fille. Ils n'étaient pas riches, mais ils n'ont jamais manqué de rien. Maxime était un chasseur habile. Antilopes noires, écureuils, cerfs élafs, chevreuils, il savait où les trouver en toute saison. Il vendait les peaux au comptoir. Il faisait sécher et fumer la viande. Il en vendait une partie et gardait le reste pour sa famille. Il avait 2 passions.
La première était la taïga. La seconde était son arme. Son fusil était vieux, celui de son grand-père. Un Berdanka, modèle 1870, à un coup. Lourd, mais précis. Maxime l'avait nettoyé, réglé, ajusté pour qu'il atteigne l'endroit où on regardait, et non où on visait. Il aurait tout pu vous raconter sur ce fusil. Comment le bois de la crosse s'était noirci sous ses doigts, comment le canon était légèrement incliné vers la droite, il fallait viser avec un doigt à gauche. Comment la culasse se bloquait parfois par temps froid, il fallait la lubrifier avec de l'huile pour joint et non de la graisse. Les autres chasseurs ont ri. « Maxime, laisse tomber ces vieilles bagnoles, achète un vrai fusil !» Il secoua la tête. « Celle-ci me connaît, je la connais. Pourquoi aurais-je besoin d'une inconnue ?» C'était un homme étrange, silencieux. Il pouvait passer des jours sans dire un mot. Mais s'il prenait la parole, tout le monde l'écoutait. Il parlait de la taïga comme on parle de la femme aimée. Il connaissait chaque ruisseau des environs. Il se souvenait de l'emplacement de chaque arbre. Il pouvait pressentir le temps un jour à l'avance. Personnalité ? Calme. Difficile à mettre en colère. On n'a jamais vu Maxime crier ni se battre. Mais une fois sa décision prise, il ne cédait pas, têtu comme une mule. Il avait un point faible, la superstition. Il ne s'agissait pas de présage de chasse, mais plutôt de superstition. Avant chaque expédition dans la taïga, il nourrissait l'esprit du feu en y jetant un morceau de viande. Il ne tirait pas sur un animal qui le regardait dans les yeux. Il disait que c'était un mauvais présage. S'il voyait un ours en rêve, il s'abstenait de chasser pendant 3 jours. La femme grommela. « Maxime, tu es devenu une vieille femme ? Tout cela n'a aucun sens. » Il haussa les épaules. « Que ce soit absurde, au moins je suis en vie. » Et en effet, en 20 ans de chasse, pas une seule blessure grave. D'autres ont été mutilés, ont attrapé froid, ont disparu dans la taïga. Maxime revenait toujours avec une prise. À 35 ans, il fut enrôlé dans l'armée. C'était l'automne 1940. Il fut appelé tardivement. D'habitude, on l'enrôlait à 20 ans. Mais Maxime fut épargné. D'abord, il avait une famille nombreuse. Ensuite, on plaignait les chasseurs. On avait besoin d'eux pour le commerce. Mais à l'automne 1940, la situation à la frontière s'est envenimée. Ils ont commencé à arrêter quiconque pouvait tenir un fusil. Maxime n'a pas résisté. Il s'est préparé la veille. Il a embrassé sa femme et ses enfants. Il a contemplé la taïga, longuement, comme pour lui dire adieu. « Reviendras-tu » demande Nura, la peur dans les yeux. « Je reviendrai » dit-il simplement. « Je reviens toujours. » Le bureau de recrutement militaire se trouvait à Petrovsk-Zabaïkalski. C'est là que Maxime vit pour la première fois une foule immense. Du bruit, du chaos, des cris. Il se tenait à l'écart, observant la scène en silence. Au moment de la commission médicale, le médecin a demandé « Sais-tu tirer ?»« Je peux. »« Tu es doué pour ça ?» Maxime y réfléchit et acquiesça. « Pas mal. » Le médecin a ri doucement. Il a écrit sur la carte « Sélection possible pour l'école de tireurs d'élite ». Nomokonov termina sa formation en 3 mois. Le métier de tireur d'élite lui venait naturellement. Il connaissait déjà tout ce qu'on lui avait enseigné. Le camouflage, il vivait camouflé dans la taïga depuis son enfance. L'endurance, il pouvait rester immobile des jours durant. Le tir, il pouvait abattre un écureuil d'1 balle dans l'œil à 80 mètres. L'instructeur, le lieutenant-chef Kravtsov, le remarqua le 2e jour. « Nomokonov, viens à moi. » Maxime s'avança et se mit au garde-à-vous. « Où avez-vous appris à tirer ?»« Dans la taïga, camarade lieutenant-colonel. »« Dans la taïga ?» demanda Kravtsov en plissant les yeux. « Qui avez-vous abattu ?»« La bête ?»« La bête ne tire pas sur toi. À la guerre, elle tire. Tu comprends ?»« Oui, monsieur. » Kravtsov resta silencieux un instant, puis il dit « La bête ne tire pas, mais elle est plus rusée. La bête sait que vous la chassez, elle se cache, elle s'enfuit. Croyez-vous qu'un humain soit plus intelligent ?» Maxime ne répondit pas, il réfléchissait.
Les humains sont plus bêtes, poursuivit Kravtsov. Les humains se croient intelligents, c'est pourquoi ils font des erreurs. Un animal ne pense pas, il ressent. Vous comprenez maintenant ? Maxime hocha lentement la tête. Il avait compris. L'instructeur avait raison. Il fut envoyé au front au printemps 1941, un mois avant la guerre. Il fut stationné en Extrême-Orient, à la frontière avec la Mandchourie. Leur mission était de se prémunir contre les Japonais. C'était calme là-bas, ennuyeux. Patrouille, garde, exercice. Maxime regrettait la taïga, sa maison. Il écrivait de courtes lettres à sa femme. Il ne pouvait pas en l'écrire de longues, les mots lui manquaient. Mais dans chaque lettre, il répétait une chose. « Niura, prends soin des enfants. Je reviens. Attends. » Le 22 juin, tout a changé. Ils étaient alignés sur la place d'armes. Le commandant du régiment lut le rapport. Sa voix tremblait. Maxime ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Puis il réalisa. La guerre. La vraie guerre. Le régiment était resté en Extrême-Orient. Les Japonais étaient proches. Il était impossible de retirer les troupes. Maxime était furieux. Des gens mouraient là-bas, à l'ouest, et lui, il restait assis là. J'ai attendu 1 an. À l'automne 1942, leur unité fut enfin transférée vers l'ouest. Le voyage en train dura 3 semaines. Les wagons étaient des wagons de marchandises. Il faisait froid. Ils dormaient à même le sol. Ils mangeaient ce qu'on leur donnait. Maxime regarda par l'entrebâillement des planches. Il observa le paysage se transformer. La taïga s'éteignit. Des champs apparurent, des villages, des villes. Puis, des amas de cendres, des ruines, des forêts calcinées, des cratères. La guerre était là. Lorsque le train s'arrêta, Maxime descendit sur le quai. Décembre, gel. Mais pas le gel transbaïkalien, mordant et sec, humide, désagréable. Le contremaître a crié « Tireurs d'élite, venez à moi !» Ils étaient 8. Maxime, 6 autres hommes et une femme. Le silence régnait. Ils regardèrent autour d'eux. Tout leur paraissait étrange. Le sergent les regarda, soupira, dit « Écoutez les gars, les Allemands ont aussi des tireurs d'élite en première ligne, de bons tireurs d'élite. Vous comprenez ce que ça signifie ?» Personne n'a répondu. Cela signifie que chaque jour, l'un d'entre vous risque de ne pas revenir. Compris ? Quelqu'un a hoché la tête. Des questions ? Maxime leva la main. Parlez. Les fusils seront-ils équipés d'optiques ? Oui, un SVT 40 avec un viseur PU. Vous le réglerez vous-même. D'accord, dit Maxime en baissant la main. Le contremaître le regarda attentivement. D'où viens-tu, combattant ? Transbaïkalie. Chasseur ? Oui, monsieur. Le contremaître a ri sous cape. Eh bien, peut-être survivras-tu. Les chasseurs sont généralement résistants. Maxime s'est souvenu toute sa vie de son premier combat. Janvier 1943, secteur de Kharkov. Offensive. Leur groupe de tireurs d'élite était rattaché à une compagnie de fusiliers. Leur mission était de couvrir l'avancée et d'engager le combat avec les officiers et mitrailleurs ennemis. Maxime prit position à la périphérie d'un village en ruine. C'était le grenier d'une maison incendiée. Un trou dans le toit offrait une vue dégagée. Tout autour gisaient des débris, des ordures et des cendres. Une odeur de brûlé flottait dans l'air. Il s'allongea, s'installa confortablement, prépara son fusil, un SVT 40 avec lunettes. Il lui fallut 1 semaine pour s'y habituer. C'est inhabituel, plus lourd qu'un fusil Berdan, mais il est précis. J'ai attendu. 1 heure plus tard, j'ai entendu « Les nôtres sont arrivés ». Cris, piétinements, tirs de mitrailleuse. Maxime se plaqua au sol. Il regarda à travers ses optiques. Le champ, les buissons, les ruines de l'autre côté de la rivière. Et là, une silhouette. À environ 400 mètres. Un soldat allemand, rampant vers la mitrailleuse. Maxime visa.
calmement, lentement, comme il l'aurait fait pour un cerf. Il expira, il se figea. Tir. Le soldat eut un sursaut et tomba, d'abord. Maxime tira sur le verrou. L'étui de la cartouche tinta. Il chercha sa prochaine cible. Là, à gauche, un agent. Des jumelles. Il pointe quelque part de la main. Viser, tirer. L'officier est tombé. Deuxième. À la fin de la journée, le compte était de 7. 7 Allemands qu'il avait vus, visés et tués. Le soir, le contremaître s'approcha de lui. « Nomokonov, comment allez-vous » « 7, camarade sergent-major. »« 7 » siffla le sergent-major. « C'est beaucoup pour un premier jour. Êtes-vous sûr qu'ils sont tous à vous ?»« J'ai vu comment ils sont tombés. »« Bien, bravo. Continuez comme ça. » Maxime hocha la tête. En silence, il nettoya son fusil. Il mangea du porridge d'orge froid. Il s'endormit sur le sol de l'abri. Il dormit mal. Il rêva de visages. 7 visages. Il ne pouvait pas vraiment les voir, ils étaient trop loin, mais il les voyait dans son rêve, clairement. Tuer la bête fut facile. La bête n'est pas un homme. Tuer un homme, c'est avéré facile. Trop facile. Maxime ne s'y attendait pas. Il pensait que ce serait difficile, que ce serait effrayant, que sa main tremblerait. Elle n'a pas bronché. Il visa et tira, comme un écureuil, comme un cerf, juste du travail. Cela l'effrayait plus que la guerre elle-même. Le matin, il sortit une petite chose de la poche de sa tunique, une pierre, plate, avec un trou au milieu. Il l'avait trouvée enfant sur la rive. Son grand-père disait que c'était une pierre porte-bonheur. Il fallait en prendre soin. Maxime serra le caillou dans son poing. Il murmura quelque chose en bourriate, de vieux mots, ceux de son grand-père. Puis il remit le caillou dans sa poche. « Nomokonov, que fais-tu là » demanda un voisin dans l'abri, un jeune soldat nommé Trochine. « C'est bon, » dit Maxime en prenant le fusil. « Prépare-toi, on va retravailler aujourd'hui. »« Écoutez, est-il vrai que vous étiez un chasseur » insista Trochine. « Est-ce vrai ? Et vous avez tué beaucoup d'animaux » Maxime haussa les épaules. « Je n'ai pas compté. »« Et vous compterez les personnes » Maxime le regarda, longtemps. Puis il dit « Je le ferai. Pour savoir que, peu importe le nombre de personnes que je tuerai, elles le feront. » Trochine se tut. C'est ainsi que commença la guerre des tireurs d'élite de Maxime Nomokonov. En 6 mois, il a comptabilisé 123 ennemis abattus. Le chiffre était précis, il tenait un registre. Chaque tir était marqué d'un bâtonnet. Chaque mort confirmée était marquée d'une croix. Le commandement l'a remarqué. En mars, il a reçu la médaille du courage. En mai, l'ordre de l'étoile rouge. Maxime portait ses médailles sur sa tunique. Mais il n'en était pas fier. De quoi pouvait-il être fier ? C'était le travail. Tuer les ennemis, c'était bien. Ne pas les tuer, c'était mal. Mais il avait un problème. Tireur d'élite allemand. À l'été 1943, la ligne de front en direction de Kharkov était gelée. Nos hommes étaient retranchés. Les Allemands aussi. Guerre de tranchées. Des centaines de mètres de no man's land. Des cratères d'obus, des cadavres, des barbelés. Et des tireurs d'élite. Des deux côtés. Si un soldat sortait d'une tranchée en plein jour, il était tué. Pas immédiatement, pas la première fois, mais tôt ou tard, une balle l'atteindrait. Des tireurs d'élite soviétiques abattaient des Allemands. Des tireurs d'élite allemands abattaient des soviétiques. Le bilan des morts se chiffrait en dizaines. Chaque jour, de nouveaux cadavres s'accumulaient. Maxime Nomokonov travaillait dans le secteur de la 3e compagnie de fusiliers. Sa position était constituée par les ruines d'une grange en briques, à 400 mètres des tranchées allemandes. Un bon emplacement, large champ de vision, abri fiable. Il était arrivé avant l'aube, il s'était installé, camouflé, et avait attendu. Pendant des heures. Les Allemands sont prudents, ils se montrent rarement en plein jour.
Mais il y a toujours une erreur. Il jette un coup d'œil. Ou bien il se laisse distraire, allumant une cigarette sur le parapet. Maxime attendait de tels moments. En un mois, il en a ajouté 37 autres à son compte. Mais fin juillet, quelque chose s'est produit auquel il ne s'attendait pas. Matin, 5 juillet. Maxime est en position depuis 5 heures du matin. Il est allongé derrière un mur de briques. Il observe à travers sa lunette. Le no man's land est vide. Silence. 8 heures. Le soleil est levé. Il fait chaud. Et soudain, du mouvement. Dans les tranchées allemandes. Quelqu'un a levé la tête, rapidement, pendant 1 seconde. Maxime pointa sa lunette. Trop tard. La tête avait disparu. J'ai attendu. 1 minute plus tard, encore. Un autre endroit. À une vingtaine de mètres sur la gauche. Maxime pivota son fusil vers la gauche. Trop tard, encore une fois. C'est étrange. Les Allemands ne se comportent pas comme ça. Ils ne prennent pas de risques inconsidérés. Que font-ils? 3e fois. Encore. Plus à gauche. Maxime commençait à comprendre. Il le cherchait. Il vérifiait où il se trouvait. L'un d'eux passa la tête, l'autre guettait pour voir si le tireur d'élite allait faire feu. Si c'était le cas, il verrait l'éclair. Intelligent. Maxime s'est figé. Il n'a pas respiré. Il a regardé. Il n'a pas tiré. 1 heure passa. Les Allemands cessèrent de jouer. Maxime expira. Il s'agenouilla. Il voulait boire de l'eau de sa gourde. Et à ce moment-là, un coup dur. La brique au-dessus de sa tête explosa. Des éclats de verre s'abattirent sur son casque. Maxime tomba face contre terre. Coup. 1. Où. Il restait allongé là, immobile, à l'écoute. Le silence. Lentement, très lentement, il recula en rampant. Depuis l'embrasure. 1 mètre. 2. 3. Il se leva et regarda l'endroit où il était allongé quelques instants auparavant. La brique est cassée. Le trou est net. Fusil de précision. Gros calibre. Si Maxime ne s'était pas agenouillé, la balle lui aurait traversé la poitrine. Tireur d'élite allemand. Bon. Très bon. Maxime quitta son poste et retourna au quartier général de la compagnie. Il fit son rapport au commandant. « Camarade lieutenant, il y a un tireur d'élite allemand dans mon secteur. Un professionnel. » Le lieutenant, un jeune homme d'environ 25 ans du nom de Kovalev, fronça les sourcils. « Bien sûr. Exactement. Il me tirait dessus. Il a failli me toucher. » « Où est-il assis ?» Maxime a indiqué un point sur la carte. « Par ici, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas vu l'éclair. » « D'accord, » soupira Kovalev. « Faites attention. Si vous êtes touché, je devrais trouver de nouveaux tireurs d'élite. » Maxime hocha la tête et partit. Le soir, il s'assit dans l'abri. Il nettoyait son fusil. Il réfléchissait. Un tireur d'élite allemand. Ce n'était donc pas un hasard. Les Allemands ont donc décidé de nettoyer la zone des tireurs d'élite soviétiques. Logique. Prochine était assis à côté de lui. Il n'était plus simple soldat, mais caporal. En 6 mois, il avait même appris à tirer assez bien. Son score était de 23. « Maxime, dit Trochine, pourquoi restes-tu silencieux ? » Pense. À propos de quoi ? À propos de l'Allemand qui a tiré aujourd'hui. Trochine tira une bouffée sur sa cigarette roulée à la main et expira la fumée. Que dois-je penser de lui ? Tu le trouveras demain et tu le tueras. Ce n'est pas si simple, dit Maxime en secouant la tête. Il est intelligent. Il ne se montre pas. Il tire de loin. Je n'ai pas vu l'éclair. Je n'ai pas entendu le bruit. Juste la détonation. Peut-être pas un tireur d'élite ? Peut-être une mitrailleuse ? Non, sniper, je sais. Trochine se tut, puis il demanda. Et s'il te tue ? Maxime le regarda. Donc il est meilleur que moi ? Le lendemain, Maxime retourna à son poste, mais pas à la grange, à un autre endroit.
Les ruines d'une maison se trouvaient à une 50aine de mètres sur sa droite, allongées, préparées, attendues. La journée passa. Silence. Personne. 3e jour. Même chose. Maxime commençait à s'énerver. L'Allemand se cachait. Où avait-il quitté les lieux? Non, il n'est pas parti. Car le 6 juillet, le tireur d'élite Petrov a été tué. 20 ans, moscovite, compte 39. Ils l'ont trouvé dans une tranchée, gisant là. Sa tête reposait sur le parapet, un trou dans la tempe. 7e, le tireur d'élite Koudryavtsev, 32 ans, Léningradaire, score 46. Même schéma. Un seul coup, dans la tête. Le 8e jour, une jeune fille de 19 ans, tireuse d'élite, Sokolova, Anna, originaire de Voronej, score 21. Maxime la vit qu'on l'emportait. Son visage était recouvert d'une bâche, mais il vit ses cheveux, longs et clairs, du sang dessus. Le soir, il était assis dans l'abri des joueurs, seul. Trochine était parti quelque part. Maxime sortit un carnet. Il regarda les notes. Des bâtonnets, des croix. Il en avait compté 190. Et voici une nouvelle page. Il y a 3 lignes. 3 noms. Petrov, Koudryavtsev, Sokolova. Il passa son doigt sur les lettres. Anna Sokolova, 19 ans, tuée par un tireur d'élite allemand. Il l'a vue vivante, hier. Elle fumait du tabac. Elle riait d'une plaisanterie de Trochine. Elle disait vouloir devenir institutrice après la guerre, comme sa mère, pour enseigner aux enfants. Il n'y en aura plus. Elle ne deviendra pas institutrice. Il n'y aura pas d'enfants. Maxime ferma son carnet et le cacha dans la poche de sa tunique. Il faut retrouver l'Allemand, de toute urgence. Sinon, il tuera tout le monde. Le 9 juillet, le lieutenant Kovalev, commandant de compagnie, rassembla tous les tireurs d'élite. Il n'en restait que 5 sur 8. Kovalev les regarda, avec lassitude. Il avait pris de l'âge ces derniers jours, des cernes sous les yeux, une barbe de 3 jours. « Camarades soldats, dit-il, la situation est critique. Les Allemands ont un tireur d'élite, ou plusieurs, je ne sais pas, mais ils touchent les nôtres, avec précision, avec professionnalisme. » Silence. « J'ai reçu un ordre du bataillon. Trouvez cet Allemand, éliminez-le, à tout prix. Compris ? » « Oui, monsieur, répondirent-ils en chœur. « Nomokonov, dit Kovalev en regardant Maxime, tu es le plus expérimenté. Tu seras responsable, organise les recherches. » Maxime acquiesça. « Oui, monsieur, camarade lieutenant. Quant à vous, aidez-le, travaillez ensemble, ne jouez pas les héros. Si vous voyez un Allemand, ne tirez pas immédiatement. Mémorisez l'emplacement, faites votre rapport à Nomokonov. Il décidera de la marche à suivre. Mangez. Gratuit. » Maxime resta. Il attendit que les autres partent. Il demanda « Camarade lieutenant, et si nous ne le trouvons pas ?» Kovalev le regarda. « Alors il vous tuera tous, un par un. Puis il s'attaquera aux soldats réguliers. Et toute la compagnie tombera. Car personne ne pourra sortir la tête de la tranchée sans risquer une balle dans la tête. Compris ? Compris. Allez. » Maxime est sorti. Il fait chaud dehors. Juillet. Sec. La poussière flotte dans l'air. Ça sent le brûlé, l'essence et la sueur. Il s'assit sur une caisse de cartouches. Il alluma une cigarette. D'habitude, il ne fumait pas. Mais là, il n'avait pas le choix. Le trac. Pensée. Allemand. Où est-il ? Nous devons comprendre son fonctionnement. Où il se cache. D'où il tire. Maxime se souvient de 3 meurtres. Petrov, Koudryavtsev, Sokolova. Tous 3 occupaient des positions différentes. Petrov était sur l'aile gauche, Koudryavtsev était au centre, Sokolova était à droite. L'Allemand ne reste donc pas assis au même endroit, il se déplace. Ou bien il y en a plusieurs. Mais Maxime se sentait seul. Une signature, une balle, une mort.
Où se cache-t-il? Derrière les tranchées allemandes se trouve une forêt, une petite forêt, des bouleaux, des aulnes, à environ 600 mètres. Peut-être là? Non, trop loin. Même pour un bon tireur d'élite, 600 mètres, c'est la limite. Mais la forêt est visible. L'artillerie soviétique y tire régulièrement. Et ensuite, Maxime sortit la carte. Il la regarda. La ligne de front, le no man's land, les positions allemandes. Et soudain, je l'ai vu. Un cratère. Un grand. La trace d'une bombe aérienne. À environ 350 mètres des tranchées soviétiques. En plein no man's land. Impossible de ramper jusqu'ici en plein jour, ils vous tueront. Mais la nuit? Si un Allemand s'y aventure la nuit, il se cache dans un trou d'obus. Il se camoufle. Le matin, il tire. Le soir, il regagne son poste en rampant. Intelligent. Très intelligent. Maxime enroula la carte. Il se leva et retourna vers Kovalev. « Camarade lieutenant, j'ai une idée. » Kovalev releva la tête des journaux. « Parlez. » Maxime a montré un cratère sur la carte. Juste ici, il se cache ici. Dans un cratère? En plein no man's land? Oui, monsieur. Kovalev plissa les yeux. D'où vous vient votre confiance en vous? Il n'y a pas d'autres endroits. C'est impossible d'y accéder depuis les tranchées allemandes. C'est trop loin de la forêt. Il ne reste plus qu'un cratère. Mais comment y parvient-il? La nuit, en rampant. Kovalev resta silencieux un instant. Il hocha la tête. C'est logique. Que suggérez-vous? J'irai y ramper, ce soir. J'irai vérifier. Hein? C'est dangereux, Nomokonov. Maxime haussa les épaules. La guerre est dangereuse, camarade lieutenant. Kovalev a ri. D'accord, vas-y, reviens vivant. Je dois faire mon rapport. La nuit du 9 au 10 juillet, Maxime rampait, lentement, silencieusement, exactement comme son grand-père le lui avait appris, tel un serpent. Son corps plaqué au sol, ses bras, ses jambes, avec fluidité, sans se presser. Un fusil sur le dos, un couteau à la ceinture, une flasque, quelques biscuits dans un sachet. C'est tout. J'ai rampé pendant 1 heure. 2, 3. Un entonnoir se profile à l'horizon, sombre, profond, bord abrupt. Maxime rampa jusqu'au bord. Il se figea, il écouta. Silence. Il leva lentement la tête et regarda à l'intérieur. L'entonnoir est vide. Il expira. Il descendit, il s'assit au fond. Il regarda autour de lui. Il n'y a aucune trace. Ou peut-être que si. Difficile à dire dans le noir. J'ai attendu jusqu'à l'aube. Je suis resté immobile, comme une pierre. L'aube se leva lentement, le ciel devint gris, le cratère apparut. Maxime examina attentivement le sol, le fond du cratère, les parois. Et j'ai vu. Trace, petite, le talon d'une botte, enfoncée dans la boue. Bottes allemandes. Les bottes soviétiques ont des talons différents. Maxime sourit. Je l'ai trouvé. L'Allemand était là, récemment, peut-être hier, peut-être avant-hier. Il reviendra. Il reviendra, c'est certain. Maxime sortit la pierre porte-bonheur de sa poche. Il la serra dans son poing. Il lui murmura les paroles de son grand-père. Puis, il la remit dans sa poche. Il ne reste plus qu'à attendre. Mais comment? S'il se cache dans un trou d'obus, l'Allemand le remarquera. La nuit, quand il en sortira en rampant, ils se percuteront. Ou l'Allemand l'entendra. Il le tuera. Ou Maxime lui-même le tuera. À l'aveuglette, dans le noir. C'est faux. Nous devons procéder différemment. Maxime est retourné à sa base et a fait son rapport à Kovalev. Vous l'avez trouvé? Exactement. L'Allemand entre dans le cratère, la nuit. Le matin, il tire.
Le soir, il repart. « D'accord, que vas-tu faire » Maxime resta silencieux un instant, puis il dit « Je ne sais pas encore. » Je ne savais vraiment pas. Comment repérer un tireur d'élite caché dans un cratère? Celui qui ne se montre jamais. Celui qui tire une seule fois, et c'est tout. Il ne réapparaît jamais. Les méthodes conventionnelles ne fonctionnent pas. Ils auraient pu demander à l'artillerie de couvrir le cratère, mais alors les Allemands n'auraient tout simplement pas voulu venir. Ou alors ils seraient venus ailleurs, et auraient recommencé. Nous devons le trouver, le voir, le tuer. Mais comment? Maxime réfléchit pendant 3 jours. Le 11 juillet, le tireur d'élite Karpov a été tué. 40 ans, ukrainien. Le bilan s'élevait à 62 morts. Toujours le même schéma. Tête, un seul coup. Maxime connaissait bien Karpov. C'était un homme bon, calme et sage. Il racontait des histoires de sa vie d'avant-guerre. Il était conducteur de tracteur et labourait les champs. Désormais, la terre allait le recouvrir. Ce soir-là, Maxime était assis dans l'abri. Il fixait la lampe à pétrole. La flamme vacillait et dansait. Des ombres dansaient sur les murs. Trochine a demandé « Maxime, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Pense. »« À propos de Karpov ?»« À propos de l'Allemand. »« Le retrouverez-vous ?»« Je le trouverai, » dit Maxime avec assurance. Mais au fond de lui, il doutait. « Je le trouverai, c'est certain. » Comment ? Maxime ne répondit pas, parce qu'il ne savait pas. Il ferma les yeux. Il essaya de l'imaginer. Un cratère, un Allemand allongé au fond, camouflé, à l'affût, cherchant une cible, visant, tirant. Où Maxime peut-il le voir ? Impossible, le cratère est profond, l'Allemand est au fond. On ne peut pas le voir du côté soviétique. Impasse. Maxime ouvrit les yeux. Il regarda la lampe. Feu, lumière, ombre, lumière. Et soudain, un déclic dans ma tête. Il se redressa, brusquement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Trochine, effrayé. Maxime ne répondit pas. Il réfléchissait, rapidement. Fiévreusement. Un entonnoir. L'Allemand gît au fond. Mais pour tirer, il doit relever la tête, sortir son fusil, au moins un peu. Et à ce moment-là, quoi ? Qu'est-ce qui pourrait le trahir ? Un éclair de coup de feu ? Non, trop rapide. Vous n'aurez pas le temps de réagir. Du son ? Non. Le son arrive lorsque la balle a déjà atteint sa cible. Et ensuite ? Briller. Éclat des optiques. Si le soleil brille d'une certaine direction, la vue produira un éblouissement. Faible, bref, mais perceptible. Maxime se souvenait de la chasse, de la taïga, de l'hiver, de la neige, du soleil. Il voyait la glace scintiller sur les branches, la lumière se reflétait sur le ruisseau, la neige étincelait sous les rayons du soleil. Un chasseur de taïga repère toujours l'éclat, car l'éclat trahit sa proie. Et si vous n'attendiez pas que l'Allemand vous lance un regard noir? Et si vous le provoquiez? Donne-lui de la lumière. Dirige-la. Un rayon de soleil. Comme dans l'enfance. Comme les jeux d'enfants, un miroir au soleil, un rayon de soleil sur le mur. Si vous pointez une fusée éclairante vers un cratère, un Allemand la verra. Il pensera que quelqu'un a bougé, ou qu'un objet a brillé. Instinctivement, il regardera, peut-être même visera-t-il. Et à ce moment-là, Maxime verra l'éclat de ses optiques. C'est ici. Maxime a bondi. « Tu es sûr de quelque chose ?» Trochine le regarda, perplexe. « Un miroir, » dit Maxime. « J'ai besoin d'un miroir. »« Pourquoi ?» ?»« Attraper l'Allemand. » Trochine ouvrit la bouche, la referma. Il ne comprit pas. Maxime sortit en courant de l'abri. Il courut le long de la tranchée. Les soldats se retournèrent pour voir ce qui lui était arrivé. J'ai trouvé Kovalev. Il dormait.
Maxime l'a réveillé. « Camarade lieutenant, je sais où trouver l'Allemand. » Kovalev se frotta les yeux. Il avait l'air furieux. « Nomokonov, pourquoi cries-tu? Quelle heure est-il ?»« Je sais !» s'exclama Maxime, incapable de se retenir. « Un miroir, un rayon de soleil. Il regardera instinctivement et je verrai le reflet de ses yeux. Tu comprends ?» Kovalev cligna des yeux. Il se redressa, il regarda Maxime, puis il hocha lentement la tête. « Répétez, calmement. » Maxime prit une profonde inspiration. Il me raconta tout, dans les moindres détails. Kovalev écouta, en silence. Lorsque Maxime eut terminé, il demanda « Et si ça ne marche pas ?»« Ça va marcher, j'en suis sûr. » « D'où vous vient votre confiance en vous ?» Maxime haussa les épaules. « C'est ce que font les lièvres. »« Quoi ?»« Les lièvres, dans la taïga. Quand le chasseur marche, le lièvre reste immobile, il ne bouge pas. » Mais si le soleil fait scintiller un couteau, du métal, le lièvre remue une oreille. Instinct. Il ne peut s'empêcher de bouger. Un Allemand est comme un lièvre. Kovalev a ri. « Tu es bizarre, Nomokonov, mais on peut essayer. Où est-ce que tu vas trouver un miroir ? » ?»« Je vais le trouver. »« Quand commencerez-vous ? » ?»« Demain, à l'aube. »« D'accord, va, dors. Tu as besoin de te reposer. » Maxime n'arrivait pas à dormir. Il cherchait un miroir. J'ai parcouru les ruines, j'ai fouillé les détritus, j'ai trouvé un éclat, d'une coiffeuse brisée, un morceau de verre de la taille d'une paume, un amalgame sur une face, une surface miroir. Je l'ai enveloppé dans un chiffon et je l'ai caché dans ma poche. Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé à demain, à l'Allemand, au lièvre de la taïga qui a tressailli au moment où le couteau a brillé. Ça va marcher, ça marchera à coup sûr. 12 juillet 1943. Maxime se réveilla à 4 heures du matin. Non pas à cause du bruit, mais à cause de son horloge biologique. Un chasseur se lève toujours avant l'aube. Le meilleur moment pour chasser, c'est quand le monde dort encore et que le gibier commence à peine à s'éveiller. L'Allemand est lui aussi une bête, dangereuse, intelligente, mais une bête. Maxime se leva, silencieusement. Trochine dormait sur la couchette voisine, ronflant doucement. Les autres soldats dormaient aussi. Maxime prit le fusil. Il le vérifia. Munitions, culasses, optique propre. Tout était en ordre. Il sortit un éclat de miroir de sa poche. Il déplia le tissu. Il l'examina. Le verre était intact. La surface du miroir était mate, mais réfléchissante. Il le réenroula et le mit dans la poche poitrine de sa tunique. J'ai mis mon casque. J'ai vérifié mon couteau à la ceinture. Ma gourde était pleine. Parfait. Il quitta l'abri. Il faisait nuit noire. Il faisait froid. Une nuit de juillet dans la steppe est toujours froide. Maxime frissonna. Il longea la tranchée. Le garde de service somnolait, appuyé contre le parapet. Il entendit des pas et frissonna. « Qui va là-bas ?»« Le nôtre, Nomokonov. »« Ah, tireur d'élite. Où vas-tu si tôt ?»« Aller à la chasse. »« Quelle chasse ? Il fait encore nuit ?»« Je sais, » dit Maxime en passant. Le garde le regarda partir. Il secoua la tête. Ce Nomokonov est un homme étrange, silencieux, taciturne. Mais quel tireur d'élite ! Maxime atteignit la ligne de front, une tranchée, étroite, profonde. De l'eau au fond, de la pluie de la veille. Froide, immonde. Il marcha vers le nord le long du fossé, en direction de son emplacement habituel, les ruines d'une grange. De là, il avait une vue imprenable sur le No Man's Land. Il arriva. Il se glissa dans les ruines. Il s'installa. Il plaça le fusil devant lui. Il s'allongea sur le ventre. J'ai attendu l'aube. Le ciel à l'est commença à s'éclaircir, lentement. D'abord, le noir devint gris, puis le gris devint bleu. Enfin, une traînée jaune apparut. Le soleil se levait. Maxime observait. Il contemplait le No Man's Land, les cratères, les barbelés, les cadavres, vieux,
gonflé, noirci. Des corbeaux étaient perchés dessus. Ils croassaient. Un cratère, le même, à environ 350 mètres, grand, profond. Les bords sont abrupts. L'Allemand est-il là, ou n'est-il pas encore arrivé? Maxime l'ignorait, mais il le sentait. Il était là. Il était venu la nuit, s'était installé, déguisé, attendant. Tout comme Maxime. 2 chasseurs, tous 2 à l'affût. La question est, qui survivra à l'autre? Le soleil se levait, la lumière apparut. La chaleur était intense. L'air tremblait au-dessus de la terre. Maxime était allongé là, immobile. Il regardait dans la lunette. Un cratère, rien. Juste de la terre, de l'herbe, des rochers. 1 heure passa, 2, 3. Rien. Peut-être qu'il n'y a pas d'Allemand? Peut-être que Maxime s'est trompé? Non, je ne me suis pas trompé. Il est là. Il est bel et bien là. Nous devons agir. Maxime sortit lentement, très lentement, un éclat de miroir de sa poche. Il déplia le chiffon et prit le verre dans sa main gauche. J'ai aperçu un rayon de soleil. Le miroir étincela. Une lueur aveuglante l'atteignit. Maxime plissa les yeux. Il inclina le miroir. La lueur se détourna, vers le sol, devant lui. Bien. Il nous faut maintenant le diriger vers l'entonnoir. Maxime bougea lentement la main. Le lapin courut sur le sol. Il sauta par-dessus les buttes, par-dessus les pierres, toujours plus loin. Voici un entonnoir. Le lapin effleura le bord et se glissa à l'intérieur. Maxime se figea. Il tenait le miroir immobile. Le lapin sautillait au fond de l'entonnoir. Il courait le long des parois, jaune vif. 2e, 2, 3, rien. 5 secondes, 10. Maxime commença à douter. Et si ça ne marchait pas? Et si l'Allemand n'était vraiment pas là? 15 secondes. Et soudain, brillait, court, pointu, à gauche, tout au fond de l'entonnoir, un éclair. Pendant une fraction de seconde, optique. Maxime expira. Il l'avait trouvé. Il rangea le miroir, vite. Il le mit dans sa poche. Il prit le fusil. Il savait maintenant où se trouvait l'Allemand. Sur le côté gauche du cratère, à environ 360 mètres, peut-être 70. Maxime pointa sa lunette. Il regarda. Un cratère, le sol, une ombre. Rien n'est visible. L'Allemand s'est caché. Il est allongé au fond. Il ne sort pas la tête. Mais Maxime connaît désormais l'endroit. Il attendra. Quand l'Allemand se lèvera pour tirer, Maxime le verra. Et il sera là le premier. J'ai attendu. 1 heure. 2. Il faisait chaud. La sueur ruisselait sur son visage. Maxime ne l'essuya pas. Il ne bougea pas. À midi, j'ai entendu des cris. À gauche, des tranchées soviétiques. Quelqu'un jurait, donnait des ordres, du mouvement. Puis, un rugissement. Une explosion, une autre. Tir de mortier. Les Allemands bombardent les positions soviétiques. Les soldats s'allongèrent, plaqués contre les parois des tranchées, attendant que cela se termine. Le bombardement a duré 10 minutes. Puis il s'est calmé. Silence. Et puis, un cri. Maigre, jeune. « Infirmier! Amenez l'infirmier ici! Quelqu'un est blessé !» Maxime ne quittait pas la lunette des yeux. Il fixait le cratère. Maintenant, l'Allemand allait se relever. Il attendait précisément ce moment. Quand les secouristes accourraient, il les frapperait. L'infirmier surgit de sa cachette. Jeune, roux, il courait, accroupi. Son sac rebondissait à son côté. Maxime regarda l'entonnoir. Rien. L'infirmier accourut vers le blessé. Il se jeta à ses côtés et commença à le bander. L'entonnoir est immobile. Étrange. Pourquoi l'Allemand ne tire-t-il pas? Une cible parfaite. 2 hommes, l'un allongé,
l'autre qui s'affaire autour de lui. Maxime se tendit. Quelque chose n'allait pas. L'Allemand ne tire pas. Pourquoi? Peut-être que ce n'est pas là. Peut-être que Maxime a aperçu le reflet sur autre chose, un éclat de verre, de métal. Non, c'était une question d'image, il en est certain. Alors pourquoi? Parce que l'Allemand est intelligent, il sait que des tireurs d'élite soviétiques le traquent. Il ne tirera pas sur une cible au hasard. Il attend quelqu'un d'important, un officier. Un tireur d'élite. Quelqu'un pour qui il mérite de dévoiler son camouflage. Maxime sourit, sournois. D'accord, alors disons-le autrement. Il sortit de nouveau le miroir. Il capta le soleil. Il dirigea le rayon de soleil dans l'entonnoir. Le lapin courait en bas. Il sautait, il tressaillait. Maxime attendit. Deuxième. 2. 3. Briller. Idem. Gauche. Court. L'Allemand réagit, instinctivement. Il regarda la source de la lumière. Maxime rangea le miroir. Il visa avec son fusil. L'endroit était connu. Il ne restait plus qu'à attendre que l'Allemand se montre. Mais l'Allemand n'a pas sorti la tête. 1 heure passa. Maxime était épuisé. La tension l'écrasait. Il avait soif. Sa gourde était à portée de main. Mais s'il s'étirait, l'Allemand risquait de le voir bouger. Il ne pouvait pas. J'ai enduré. Encore 1 heure. Le soleil se couchait à l'ouest. La nuit tombait. Bientôt, la nuit tombera. L'Allemand s'enfuira en rampant, sans tuer personne aujourd'hui. Et il reviendra demain. Et après-demain. Nous devons le forcer à se montrer. Comment? Maxime pensa. Je me suis souvenu de la chasse, dans la taïga, au cerf Elaf. Le cerf Elaf est prudent. Il pressent le danger. Il ne s'aventure pas à découvert sans raison. Mais il existe un moyen de l'attirer. Son. Les chasseurs utilisent un appôt. Ils imitent le chant d'une femelle. Le mâle l'entend et accourt. L'instinct l'emporte sur la prudence. Qu'est-ce qui peut attirer un tireur d'élite? Objectif. Un objectif important. Maxime regarda autour de lui. Qu'avait-il? Casque, fusil, gourde, captante. Casque. Vous pouvez le fixer au bout d'un bâton, le hisser au-dessus du parapet. L'Allemand le verra. Il y réfléchira. Il visera. Il sortira la tête pour viser. Un bon plan, mais dangereux. Si Maxime relève son casque, il devrait aussi passer la tête. L'Allemand pourrait le voir en premier, tirer le premier. Nous devons procéder différemment. Maxime regarda autour de lui. Tout près, dans les ruines, il y avait des débris, des planches, des morceaux de briques, des lambeaux de tissu et un bâton. Un long bâton, environ 2 mètres, tiré d'un arbre brûlé. Maxime rampa lentement vers le bâton. Il le prit. Il retourna à sa position. Il retira son casque et le posa au bout de son bâton. Vous pouvez désormais ramasser le casque à distance, sans avoir à passer la tête. Mais d'abord, il faut revoir le lapin. L'Allemand va donc regarder dans cette direction. Et ensuite, le casque. De l'autre côté. L'Allemand va se retourner. Visez. Penchez-vous. Et Maxime l'acceptera. Le plan est prêt. Maxime sortit un miroir, pour la 3e fois de la journée. Il capta le soleil et dirigea son faisceau vers la cheminée. Le lapin courait en bas, lumineux, taquin. « Génial !» a réagi l'Allemand. Maxime rangea rapidement le miroir. Il attrapa le bâton et le casque. Il rampa sur environ 3 mètres vers la droite. Il ramassa le bâton. Le casque apparut au-dessus du parapet. Il dépassait, immobile. Maxime tenait le bâton d'une main, le fusil de l'autre. Il regarda dans la lunette. Le cratère. 2e. 2. 3. 5. Rien. L'Allemand n'y croit pas? Ou bien il ne le voit pas? Maxime fit tournoyer sa canne. Le casque oscilla, comme si l'homme avait bougé. Encore 1 seconde.
Et soudain, un éclair, dans l'entonnoir, court, lumineux, tire. Le casque tressaillit. Il était percé. La balle l'avait traversé de part en part. Maxime a vu. J'ai vu l'éclair, j'ai vu la fumée, j'ai vu une fraction de seconde, une silhouette, une tête, des épaules, un fusil. À gauche, dans l'entonnoir, juste au-dessus du fond. Maxime pointa la lunette. Rapidement, il visa. Le réticule se trouvait à l'endroit où l'éclair avait été visible. Expiré, gelé. Tire! Le recul m'a frappé à l'épaule. Le fusil a tressauté. La douille a été éjectée et a cogné contre la pierre. Maxime regarda à travers les optiques. L'entonnoir est immobile. Silence. Tu as réussi ou tu as raté? Je ne le vois pas. L'Allemand est en bas. Est-il mort? Où se cache-t-il? Maxime attendit. Il ne respirait pas. 1 minute passa. 2. 5. Rien. L'entonnoir est mort. Tué? Ou l'Allemand se faisait-il simplement discret? Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vérifier. Maxime attendit encore 1 heure, jusqu'à la nuit tombée. L'Allemand ne tira pas. Il ne bougea pas. Soit tué, soit disparu. À la tombée de la nuit, Maxime retourna au siège de l'entreprise. Il y trouva Kovalev et lui fit son rapport. « Camarade lieutenant, il y a un tireur d'élite allemand dans un trou d'obus. Je lui tirai dessus, je crois que je l'ai touché. » Kovalev haussa les sourcils. « Quelque chose comme ça ? Je ne sais pas avec certitude, je n'ai pas vu le corps. Il faut vérifier, de nuit. J'enverrai une reconnaissance. Puis-je y aller ? Toi ? Pourquoi ? Je veux voir, est-ce que je l'ai tué ou pas ? » Kovalev resta silencieux un instant. Il hocha la tête. « D'accord, prenez 2. Rampez prudemment. Si les Allemands vous repèrent, ils ouvriront le feu. Vous ne reviendrez pas. » Compris. Maxime prit Trochine et un autre soldat, le jeune Voronov, 18 ans, blond. J'ai expliqué le problème. On rampe vers le cratère, silencieusement, rapidement. On vérifie. Si l'Allemand est mort, on le traîne ici. S'il est vivant, on l'achève. Compris ? Oui, monsieur, acquiesça Trochine. Voronov resta silencieux, pâle. Ses yeux étaient grands ouverts. Il avait peur. « Voronov, tu viens ?» demanda Maxime. « J'irai, camarade sergent, » dit-il d'une voix tremblante. « As-tu peur ?»« Oui, monsieur. »« C'est vrai, il faut avoir peur, mais il faut aussi agir. Allons-y. » Nous sommes partis à minuit. Il n'y avait pas de lune. Il faisait noir. Le ciel était rempli d'étoiles. Maxime rampa le premier. Trochine me suivit. Voronov était le dernier. Il rampait lentement, silencieusement. Le sol était froid, humide. L'herbe était mouillée de rosée. Nous avons rampé sur une 50aine de mètres, 100 mètres, 200 mètres. Silence. Les Allemands ne tirent pas. Ils ne voient pas. Ou bien voient-ils et attendent-ils ? 300 mètres. Un cratère se dresse devant nous, noir, profond, comme un trou dans le sol. Maxime rampa jusqu'au bord. Il se figea. Il écouta. Silence. Il sortit un couteau. Il le tenait entre ses dents, au cas où. J'ai regardé à l'intérieur de l'entonnoir. Il fait noir, on ne voit rien. Maxime descendit lentement, prudemment, pas à pas. Le fond de la cheminée, terre, roche, débris. Et le corps. Maxime aperçut une silhouette, allongée, immobile. Il s'en approcha, il se pencha, il le toucha. Froid, mort. Il m'a retourné sur le dos. Mon visage était couvert de sang. La balle m'avait touché à la tête, à la tempe, de part en part. Allemand, jeune, environ 25 ans, cheveux clairs, barbe de 3 jours. Il y a un fusil à proximité, un Mauser 98K avec une lunette de visée. Un bon fusil. Maxime l'a pris et l'a examiné. La culasse est propre,
L'optique est intacte. Il y avait aussi une tablette à proximité, en cuir. Maxime l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des cartes, des notes et des chiffres. J'ai pris la tablette. Trochine et Voronov descendirent dans le cratère. « Mort ?» murmura Trochine. « Mort », confirma Maxime. « Emmenez-le là-haut, vite !» Ils ont saisi l'Allemand par les bras. Ils l'ont traîné. Il était lourd. Mais ils l'ont sorti de là. Ils sont revenus en rampant, en traînant le corps. Lentement, lourdement. 1 heure plus tard, nous sommes rentrés auprès des nôtres, épuisés et trempés de sueur. Kovalev sortit du banc. Il regarda le corps et siffla. « Alors tu l'as tué finalement, Nomokonov. Bravo !» Maxime hocha la tête et lui tendit la tablette. « Tiens, il y a des cartes là-bas. Tu y trouveras peut-être quelque chose d'utile. » Kovalev le prit, l'ouvrit, l'examina à la lumière d'une lampe de poche, feuilleta les pages. Il s'arrêta brusquement, fixa une page du regard. Il pâlit. « Qu'y a-t-il » demanda Maxime. Kovalev se montra silencieux. Maxime regarda. Page. Entrée, écriture soignée, date, nom, numéro, vérifié. Le tireur d'élite allemand tenait un registre de ses victoires. Maxime lisait, avec difficulté. Il ne connaissait pas l'allemand, mais les chiffres étaient clairs. Petrov, le 6 juillet. Koudrievtsev est 7e. Sokolova est 8e. Karpov est 11e. Au total, 83. 83 soldats et officiers soviétiques tués en 6 mois. Au bas de la page se trouve une signature. Nom, Otto Zimmermann, chasseur de gros gibier. Otto Zimmermann, garde-chasse principal. Maxime referma la tablette et la tendit à Kovalev. « C'était un bon tireur, dit-il doucement. C'est dommage qu'il ait été l'ennemi. » Kovalev acquiesça. « Mais tu es meilleur, tu l'as eu à l'usure. » Maxime haussa les épaules. « Je ne suis qu'un chasseur. Je sais comment attraper un animal, même le plus intelligent. » Ils restèrent silencieux. Ils contemplèrent le corps de l'Allemand. Un visage jeune. Le sang avait séché. Ses yeux étaient ouverts. Il regardait le ciel. Maxime se souvenait des paroles de son grand-père. « Si tu tues un animal, remercie-le. Il t'a donné la vie, pour que tu puisses vivre. » Il sortit une pierre porte-bonheur de sa poche. Il s'assit près du corps et déposa la pierre sur la poitrine de l'Allemand. « Que fais-tu » demanda Trochine, surpris. « Merci » dit Maxime en se levant. C'était un adversaire redoutable. Il a tué beaucoup de gens. Mais c'est moi qui l'ai tué. Maintenant, je dois me souvenir de lui, pour que sa mort ne soit pas vaine. Trochine secoua la tête. Tu es étrange, Maxime. Je sais. Ils ont enterré l'Allemand en bordure du champ, pas profondément, juste enterré, sans croix, sans souvenir. La guerre ne s'arrête pas aux cérémonies. Maxime retourna au banc des joueurs. Il s'allongea sur sa couchette. Il ferma les yeux. J'ai pensé à l'Allemand, à Otto Zimmermann, 25 ans, tireur d'élite, 83 morts. Lui-même mort à présent. Maxime se demandait, et s'ils s'étaient rencontrés en temps de paix? Ils auraient peut-être bu une bière, parlé de chasse. Otto était sans doute chasseur lui aussi. Un chasseur est un chasseur. Mais nous ne vivons pas en temps de paix. Nous vivons en temps de guerre. En temps de guerre, il n'y a pas d'amis de l'autre côté du front. Il n'y a que des ennemis. Maxime ouvrit les yeux. Il regarda le plafond de l'abri. Des rondins, de la terre, de la suie. Combien de temps lui reste-t-il à vivre? Un jour? Une semaine? Un mois? Un an? Peu importe. Tant qu'il vivra, il travaillera. Il chassera ses ennemis, comme il chassait les animaux dans la taïga. C'est seulement maintenant que la bête riposte. Il laissa échapper un petit rire, ferma les yeux, s'endormit.
Le lendemain matin, la nouvelle de la mort du tireur d'élite allemand se répandit dans tout le régiment. Les soldats exultèrent, les officiers félicitèrent Maxime. Le commandant de bataillon, le major Grishine, le convoqua. « Nomokonov, comment l'as-tu repéré ? Maxime me l'a dit, à propos de l'entonnoir, à propos du miroir, à propos du rayon de soleil. » Grishine écouta, en silence. Puis il dit « Vous vous rendez compte que votre méthode pourrait être utilisée plus loin, pour attirer d'autres tireurs d'élite ? Je comprends, camarade major. Enseignerez-vous aux autres ? Je peux vous l'apprendre. Parfait. Ce soir, je réunirai tous les tireurs d'élite du régiment. Je leur dirai, je leur montrerai, pour que tout le monde soit au courant. Oui, monsieur. 16 tireurs d'élite se rassemblèrent dans la soirée. Des hommes et 3 femmes. Ils s'assirent dans un abri et écoutèrent. Maxime resta là. Il raconta son histoire. Simplement, sans mots superflus. L'ennemi se cache. Il ne se montre pas. Les méthodes habituelles ne fonctionnent pas. Nous devons l'attirer hors de sa cachette, le forcer à regarder là où nous avons besoin de lui. « Comment » demanda quelqu'un. Maxime sortit un éclat de miroir et le montra. Voilà, miroir, rayon de soleil, lumière du soleil. Vous dirigez le rayon de soleil vers la cachette présumée de l'ennemi. L'Allemand aperçoit le reflet. Instinctivement, il regarde. À cet instant, vous détectez un éclat dans ses yeux. Et s'il n'a pas de lunettes ? Alors cette méthode ne fonctionnera pas. Mais les tireurs d'élite ont toujours des optiques. Et s'il ne regarde pas le lapin ? Il va regarder. Instinctif. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est comme quand quelqu'un bouge du coin de l'œil. On tourne automatiquement la tête. C'est comme ça que les humains sont faits. Les tireurs d'élite échangèrent un regard. Ils hochèrent la tête, compris. L'une des femmes, une tireuse d'élite nommée Belova, a demandé « Où puis-je me procurer un miroir ? Tout le monde n'en possède pas ?» Maxime haussa les épaules. Cherchez, dans les ruines, dans les maisons incendiées, les éclats de vitres, de miroirs, de vitres de voitures, tout ce qui reflète. Il est clair, le commandant Grishine se leva. Camarades, tout est clair ? La méthode de Nomokonov est simple, mais efficace. Adoptez-la, mettez-la en pratique. Faites-nous part de vos résultats. Vous êtes relevés de vos fonctions. Les tireurs d'élite se dispersèrent. Maxime resta sur place. Grishine s'approcha de lui. Nomokonov, je rédige un rapport pour le quartier général de la division. Je vous proposerai pour une promotion. Je ne sais pas de quel type, mais vous la méritez. Maxime acquiesça. Merci, camarade major. De rien. Vous faites votre travail. Vous le faites bien. Continuez comme ça. Je vais continuer. Maxime sortit. La nuit tombait. Le mois d'août commençait. La chaleur diminuait. Une douce brise soufflait de l'est. Trochine attendait à l'entrée. Alors, héros, vont-ils te donner une médaille ? Ils disent qu'ils vont le donner. Bravo, tu le mérites. Dis-moi, tu peux me montrer ce tour avec le miroir ? Je te montrerai, demain. Bien. Ils se dirigèrent vers l'abri des joueurs. Ils restèrent silencieux. Trochine a ensuite déclaré « Maxime, tu n'as pas peur ? » Quoi ? Mourir. À la guerre. Maxime resta silencieux un instant, puis il répondit « J'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Qui n'en a pas ? Mais vous allez en première ligne tous les jours, à la chasse aux Allemands, à prendre des risques. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Si ce n'est moi, qui ? Et votre famille, votre femme, vos enfants, vous pensez à eux, n'est-ce pas ? Maxime s'arrêta. Il regarda les étoiles. Il resta longtemps silencieux. Puis il dit « Je crois, chaque jour, chaque nuit. Je me souviens de leur visage, j'entends leur voix. Je vois la maison, la rivière, la taïga. Et quoi ? Et c'est pour ça que je me bats, pour qu'ils puissent vivre, pour que les Allemands ne viennent pas les chercher. Vous comprenez ? Trochine acquiesça. Comprendre.
Ils atteignirent l'abri. Ils descendirent. Ils s'allongèrent sur les couchettes. Maxime ferma les yeux. Il pensa à sa maison, à Niura, aux enfants. Il lui manquait. Mais il s'endormit paisiblement, car il savait qu'aujourd'hui, il avait tué un ennemi. Un ennemi de moins se dressait entre sa famille et la guerre. Demain, il en tuera un autre, et encore un autre, jusqu'à sa mort, ou jusqu'à la fin de la guerre, l'un des deux. 15 août 1943, l'offensive. Les troupes soviétiques perçaient les lignes allemandes au sud de Kharkov. Les combats étaient féroces et sanglants. Chaque mètre de terrain conquis coûtait des dizaines de vies. Maxime Nomokonov fut muté dans un nouveau secteur. Le 3e régiment de fusiliers progressait vers la colline 121, une position allemande fortifiée. Casemates en béton, mitrailleuses, barbelés, champs de mines. Des tireurs d'élite furent affectés au groupe d'assaut. Leur mission était de couvrir l'attaque et d'engager les mitrailleurs et les officiers allemands. Maxime prit position en bordure d'un bosquet, à environ 400 mètres des fortifications allemandes. 2 autres tireurs d'élite se tenaient à proximité, Trochine et Belova. Belova est la même tireuse d'élite qui a posé la question concernant le miroir. 32 ans, Moscou, institutrice avant la guerre. Compte, 49. Maxime la regarda. « As-tu pris le miroir ?» Belova acquiesça. Elle lui montra l'éclat. Il était légèrement plus grand que celui de Maxime, enveloppé dans une écharpe. « Bien, ça nous sera utile. »« Tu crois vraiment que ça marchera au combat ?» demanda-t-elle. « J'ai essayé hier, dans mon secteur. J'ai attiré un Allemand. Je l'ai tué. Mais c'était calme là-bas. Et ici, il y a une offensive, du tonnerre, de la fumée. Est-ce qu'on verra tout ?» Maxime haussa les épaules. « Je ne sais pas. Essayons. » Le départ était prévu à 8 heures du matin. La préparation de l'artillerie durerait 20 minutes, puis l'attaque de l'infanterie. À 5h moins 8, l'artillerie a ouvert le feu. Un grondement. Le sol trembla. Les obus sifflèrent au-dessus de nos têtes. Ils explosèrent sur les positions allemandes. Colonnes de fumée, terre, feu. Maxime était allongé derrière le tronc d'un bouleau abattu. Il scrutait les alentours à travers sa lunette. Il ne voyait que de la fumée et des explosions. Les fortifications allemandes étaient dissimulées derrière un rideau. 20 minutes ont passé comme 20 secondes. L'artillerie se tut. Silence. Étrange. Après le rugissement, un silence assourdissant dans les oreilles. Et voici le cri. « Hurrah !» L'infanterie se leva. Courir. Chaîne. Mitrailleuse devant. Fusilier derrière. Maxime regardait. Les Allemands ont ouvert le feu. Mitrailleuses. Balles traçantes. Des lignes rouges sillonnaient l'air. Des soldats soviétiques sont tombés. 1, 2, 5, 10. Mais les autres ont pris la fuite. Ils ont crié, ils ont tiré en courant. Maxime cherchait des cibles, des emplacements de mitrailleuses. La voilà, une sur la gauche, une embrasure de casemate, le canon d'une MG42 qui dépassait. Rafale après rafale, des balles traçantes qui s'éparpillaient. Maxime prit pour cible, une embrasure, étroite, l'obscurité à l'intérieur. Tire. Tu l'as touché ? Je ne vois rien, fumée, poussière. La mitrailleuse continue de tirer, elle a raté sa cible. Une autre prise. La mitrailleuse se tue. J'ai compris. Mais une seconde plus tard, il tire à nouveau. Un autre Allemand prend sa place. Maxime jura. Il tira le verrou en arrière, il visa de nouveau. Tire. Raté. La balle a touché le béton à côté de l'embrasure. C'est difficile, la distance est longue, la cible est petite, la fumée gêne la visée. Belova tirait à proximité, Trochine aussi. Leurs tirs se mêlaient au grondement général de la bataille. L'infanterie soviétique atteignit les barbelés. Ils s'arrêtèrent. Les soldats se couchèrent. Ils coupèrent les barbelés au ciseau. Ils les firent sauter à la torpille. Les Allemands les ont pris pour cible. Mitrailleuses, mortiers, des grenades volées des tranchées. Les pertes s'accumulaient.
Les soldats soviétiques tombaient les uns après les autres. Mais les survivants percèrent les lignes ennemies, à travers les barbelés. Plus loin, nous avons atteint les tranchées allemandes. Combat au corps à corps, cris, coups de feu, éclats de grenades. Maxime ne pouvait rien pour eux. Ils étaient trop proches. Amis et ennemis étaient confondus. Il risquait de blesser les leurs. Il changea de lunettes. Il cherchait d'autres cibles. Les Allemands étaient en deuxième ligne. Ils faisaient venir des renforts. Ils traversaient les tranchées en courant vers la percée. Maxime les a battus. Le premier, le deuxième, le troisième. Les Allemands sont tombés. Le score a augmenté. La bataille a duré 3 heures. À 11 heures, les troupes soviétiques occupaient la première ligne de tranchée. Les Allemands se replièrent sur la seconde et s'y retranchèrent. Les tirs continuèrent sans relâche. Les soldats soviétiques se sont couchés. Ils se sont retranchés. Ils ont attendu des renforts. Un silence étrange. En plein combat, le silence. Seulement quelques coups de feu sporadiques, les gémissements des blessés. Maxime se roula derrière un arbre. Il s'essuya le front et but de l'eau. De l'eau chaude, dégoûtant. Mais au moins c'était quelque chose. Belov rechargeait son arme non loin de là. Ses mains tremblaient. Les cartouches s'entrechoquaient. « Comment allez-vous » demanda Maxime. « 7, dit-elle sans lever les yeux. 7 morts, exactement. Bien. Chez vous ? Je n'ai pas compté. 10, peut-être plus. Je n'ai presque plus de munitions. Maxime sortit sa sacoche et lui tendit 2 magazines. Voici. Merci. Trochine s'est approché d'eux en rampant. Écoute, on devrait peut-être essayer le coup du miroir maintenant. Tu vois, il y a une tranchée là-bas, à droite du 2e blocos. Les Allemands sont cachés là. Ils ne se montrent pas. On pourrait peut-être les attirer dehors ? Maxime regarda. Une tranchée. Effectivement. Droite, longue. Les Allemands sont là, mais ils ne se montrent pas. Expérimentés. Essayons, dit Maxime en sortant un miroir. Le soleil est haut, brillant, chaud. Midi. Il capta le faisceau et dirigea le projecteur vers la tranchée. Le lapin courait sur le sol, par-dessus les cratères, par-dessus les cadavres. Dégoûtant. Mais nécessaire. J'ai rampé jusqu'à la tranchée et j'ai sauté dedans. Maxime bougea la main. Le lapin sautilla le long des parois de la tranchée. Taquin, brillant. 1 seconde, 2, 5, rien. 10 secondes, 15. Et soudain, une tête. Un soldat allemand passa la tête. 1 seconde. Il regarda. Qu'est-ce que c'était que cet objet brillant ? Maxime avait déjà rangé le miroir. Il saisit le fusil, il le pointa, il prit sa cible. L'Allemand continuait d'observer, à la recherche d'une source de lumière. Tire ! La tête disparut. L'Allemand tomba. « Voilà », murmura Trochine, « ça a marché. » Belova rit, nerveusement, mais elle rit. « Ça marche vraiment. Un jeu d'enfant. Et ça marche. » Maxime hocha la tête. Il remit le miroir dans sa poche. Il prit son fusil. Il observa de nouveau les positions allemandes. La méthode fonctionne, même au combat, même dans le chaos. Même quand il y a du bruit, de la fumée et du sang. Les Allemands ne peuvent résister. L'instinct est plus fort. Ils aperçoivent une lueur, ils observent. Et ils meurent. Le soir venu, les troupes soviétiques s'emparèrent des hauteurs. Les Allemands battirent en retraite, abandonnèrent leur position et s'enfuirent vers l'ouest. Maxime et un groupe de tireurs d'élite sont rentrés à la base, fatigués, sales, affamés. Le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Lukin, les a rencontrés personnellement. « Alors, camarades tireurs d'élite, quels sont les résultats ?» Belova a rapporté « 13 morts, camarade lieutenant-colonel. Trochine, 11. D'autres tireurs d'élite, de 8 à 15. Maxime, 18.
Exactement. Lukin siffla. 18 en une seule journée? Vous en êtes sûr, Nomokonov? Oui, monsieur, j'ai compté. Bien, très bien. Vous êtes formidable. Tous autant que vous êtes. Sans vous, nos hommes auraient subi des pertes plus importantes. Reposez-vous bien, on reprend le combat demain. Ils se séparèrent. Maxime regagna son abri. Il voulait manger, dormir, rester silencieux. Mais Trochine l'a rattrapé. « Maxime, attends !»« Quoi ? Écoutez, vous n'avez pas peur que les Allemands découvrent aussi l'existence de ce miroir ? Et qu'ils fassent la même chose ?» Maxime s'arrêta. Il regarda Trochine. Il resta longtemps silencieux. Puis il dit « Qu'ils découvrent par eux-mêmes. Qu'ils agissent. Nous serons plus prudents, nous aussi. La guerre, c'est quand tout le monde apprend de l'ennemi. Ceux qui apprennent vite vivent plus longtemps. Et s'ils trouvent quelque chose de mieux ? Alors on trouvera quelque chose d'encore mieux, gloussa Maxime. Ça a toujours été comme ça. Ça le sera toujours. Jusqu'à la fin de la guerre. Trochine acquiesça. Compris. Ils arrivèrent à l'abri. Ils descendirent. Ils s'allongèrent sur les couchettes, sans se déshabiller. Ils étaient épuisés. Maxime ferma les yeux. Il repensa à cette journée, aux 18 Allemands morts, au miroir, au lapin, à la façon dont un jeu d'enfant était devenu une arme. Monde étrange, guerre étrange. Mais il se bat, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il se bat pour sa patrie, pour sa famille, pour la taïga, afin qu'après la guerre, il puisse de nouveau chasser, une vraie chasse, à un animal, pas à un homme. Bientôt, peut-être bientôt. Il s'est endormi. La méthode de Nomokonov s'est rapidement répandue. Tout d'abord, parmi les tireurs d'élite du régiment. Les 16 hommes reçurent des instructions. Chacun trouva un éclat de miroir. Certains dans les ruines de maisons, d'autres dans des épaves de voitures. Certains les échangèrent avec des civils contre du tabac ou des conserves. Une semaine plus tard, le commandement a reçu des rapports. Les chiffres étaient impressionnants. La tireuse d'élite Belova a attiré et abattu 6 tireurs d'élite allemands en 5 jours. Elle utilisait un miroir à différents endroits. La méthode s'est avérée efficace. Trochine, 4 ans. Il était encore jeune, nerveux, mais il a appris vite. D'autres tireurs d'élite ont rapporté des résultats similaires. Entre 3 et 8 ennemis tués, attirés par les rayons du soleil. Durant cette même période, Maxime porta son total à 230 victimes. Parmi elles, 12 étaient des tireurs embusqués. Toutes furent attirées par le miroir. Le commandant de division, le général de division Kornilov, convoqua Nomokonov au quartier général. 25 août. Maxime arriva. Son uniforme était sale. Il n'y avait pas le temps de le nettoyer. La guerre n'attend personne. Kornilov le regarda et sourit. « Camarade sergent Nomokonov, vous avez l'air d'un clochard, pas d'un héros. » Maxime se redressa. « C'est ma faute, camarade général de division. »« Je plaisante, » dit Kornilov en agitant la main. « Asseyez-vous, parlons-en. » Maxime s'assit, mal à l'aise. Le bureau était propre. Des cartes étaient accrochées au mur. Le bureau était grand. C'était étrange après les abris et les tranchées. Kornilov sortit un dossier, l'ouvrit, lut. Alors, une méthode de détection des tireurs d'élite ennemis camouflés grâce à la lumière solaire réfléchie. Auteur, sergent M.A. Nomokonov. Du 12 au 24 août, 16 tireurs d'élite de notre division ont utilisé cette méthode. Résultat, 73 tirs d'élite et observateurs ennemis neutralisés. Ces chiffres sont-ils exacts ? Oui, monsieur, camarade général de division. 73 tireurs d'élite allemands en 12 jours. Kornilov leva les yeux. Vous comprenez ce que cela signifie ? Pas vraiment, camarade général de division. Cela signifie que nos pertes dues aux tirs de sniper sur ce secteur du front ont été divisées par 4. 4 fois, Nomokonov. Avant, nous perdions 10 à 15 hommes par jour à cause des snipers allemands. Maintenant, c'est 3 ou 4. Vous comprenez ? Maxime acquiesça. Compris.
Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Je rédige un rapport à l'état-major de l'armée, poursuivit Kornilov. Je propose d'intégrer votre méthode au règlement des opérations des unités de tireurs d'élite. Ainsi, chaque tireur d'élite de l'armée rouge la connaîtra et l'appliquera. Êtes-vous d'accord ? Je suis d'accord, camarade général de division. D'accord. Une dernière question. Pouvez-vous expliquer la méthode simplement, pour que n'importe quel combattant puisse comprendre ? Peu. Expliquez-moi, comme si je ne l'avais jamais entendu. Maxime y réfléchit et dit « L'ennemi est caché, vous ne le voyez pas, mais vous savez approximativement où il se trouve. Vous prenez un miroir ou un éclat de verre, vous captez un rayon de soleil. Vous dirigez ce rayon vers l'endroit où vous pensez que l'ennemi est. L'ennemi aperçoit le reflet. Instinctivement, il tourne la tête ou lève son arme. À cet instant, sa lunette de visée émet un scintillement. Vous voyez ce scintillement. Vous mémorisez l'endroit. Vous attendez que l'ennemi sorte la tête pour tirer. Vous êtes le premier à tirer. L'ennemi est mort. Kornilov écouta. Il prit des notes. Il termina. Il regarda Nomokonov. Simple, d'une simplicité ingénieuse, comme toutes les choses ingénieuses. Maxime garda le silence. Il ne se considérait pas comme un génie, juste un chasseur. Il appliquait ses compétences de chasseur de taïga à la guerre. Kornilov se leva. Il s'approcha de la carte accrochée au mur et la désigna du doigt. « Écoutez, voici notre secteur du front. 200 km. 4 divisions combattent sur ce secteur. Chacune compte une cinquantaine de tireurs d'élite. Cela fait 200 tireurs d'élite au total. Si chacun d'eux utilise votre méthode, calculez vous-même. Combien de tireurs d'élite ennemis pouvons-nous éliminer ? Maxime comptait, lentement. Les mathématiques n'étaient pas son point fort. Beaucoup, camarade général de division. Beaucoup. Exactement, beaucoup. Cela va changer la situation sur le front. Nos soldats pourront se déplacer en journée sans craindre de recevoir une balle dans la tête. Vous comprenez ? Comprendre. Kornilov retourna à la table. Il sortit une boîte. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un ordre. L'étoile rouge. Ceci est pour toi. La seconde étoile rouge. Pour ton courage et ton ingéniosité. Porte-la. Maxime se leva. Il accepta la médaille, lourde, en métal froid. Merci, camarade général de division. De rien, tu le mérites. Continue, poursuis ton travail. Maxime sortit. Il faisait beau et chaud. Il y avait de la poussière. Il contempla la médaille dans sa main. La deuxième. Il avait reçu la première en mars pour 100 ennemis tués. Celle-ci récompensait la méthode. C'est étrange. Tuer 100 personnes est un exploit. Trouver un moyen de tuer plus efficacement en est un autre. La guerre est une chose étrange. Maxime épingla la médaille à sa tunique, à côté de la première. Il retourna auprès de ses hommes. Septembre 1943. La méthode de Nomokonov figurait dans les manuels de tireurs d'élite. Officiellement. Noir sur blanc. Paragraphe 17. Détection des positions de tir ennemis camouflées grâce à la lumière réfléchie. Les instructions furent envoyées à toutes les unités de tireurs d'élite au front. Des milliers d'exemplaires. Des milliers de tireurs d'élite les lurent. Ils les adoptèrent. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Des rapports parvenaient de divers secteurs du front. Les tireurs d'élite utilisaient massivement des leurres à visée inversée. Les pertes allemandes s'accumulaient. Les pertes soviétiques diminuaient. Un exemple. Octobre 1943. Front de Voronezh. Sergent-chef tireur d'élite Piotr Golosov. Score au début du mois, 81. À la fin du mois, 127. 46 tués en un mois. Parmi eux, 23 furent attirés à l'aide d'un miroir. Un autre exemple. Novembre. Front des steppes. Le lieutenant Ivan Sidorenko. Tireur d'élite. Une légende. Un héros de l'Union soviétique. Son score dépassait les 500. Lui aussi commença à utiliser la méthode de Nomokonov. Il écrivit dans son journal « Le miroir fonctionne. Les Allemands se font avoir à chaque fois.
Merci à Nomokonov. Troisième exemple, Lyudmila Pavlichenko, la tireuse d'élite la plus célèbre. 309 ennemis abattus. Elle utilisait le miroir sur différents fronts. Elle disait « Une méthode simple mais efficace. Le secret, c'est la patience. » Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Durant l'automne et l'hiver 1943, les tireurs d'élite soviétiques ont tué plus de 2000 tireurs d'élite et observateurs allemands. Le chiffre exact est inconnu, mais il avoisine les 2000. Combien d'entre eux ont survécu grâce à la méthode de Nomokonov ? Personne n'a compté. Mais le commandement estimait qu'au moins un tiers en était responsable. 700 personnes, au minimum. 700 tireurs d'élite allemands qui ne tuaient plus de soldats soviétiques. Combien de vies cela a-t-il sauvé ? Si chaque tireur d'élite allemand a tué en moyenne 50 personnes pendant la guerre, 700 tireurs d'élite auraient tué 35 000 personnes. 35 000 soldats soviétiques ont survécu, grâce à un éclat de miroir et à un chasseur transbaïkalien qui se souvenait d'un jeu de son enfance. Hiver de 43-44. Maxime Nomokonov continua de combattre. Son palmarès s'alourdit. En janvier, 280. En mars, 320. En mai, 350. Les Allemands battaient en retraite. Les troupes soviétiques avançaient. Elles libéraient l'Ukraine et la Biélorussie. Elles se dirigeaient vers l'ouest. Maxime marcha avec sa division. Il combattit. Il tira. Il survécut. Je voyais la mort tous les jours. La mienne, celle des autres. Beaucoup de morts. Trop. Mais il poursuivit, car la guerre n'était pas finie. Il était encore trop tôt. Au printemps 1944, il fut convoqué à Moscou, officiellement. Un ordre du quartier général. Se présentait dans la capitale pour une décoration. Maxime y est allé, pour la première fois de sa vie, à Moscou. Une grande ville, beaucoup de monde, bruyante, effrayante. On l'a amené au Kremlin. Une cérémonie s'y est déroulée, une cérémonie de remise de décoration aux héros. Maxime figurait parmi les 20 tireurs d'élite de tous les fronts. Ils ont reçu des ordres, des médailles, des certificats. Maxime a reçu l'ordre de Lénine, la plus haute distinction, pour avoir tué 350 ennemis et pour avoir mis au point une méthode efficace de lutte contre les tireurs d'élite ennemis. C'est Kalinine en personne qui le présenta. Le président du Conseil suprême. Un vieil homme, un homme bon. Il serra la main de Maxime. « Merci, mon fils. Tu as sauvé beaucoup de nos soldats. » Maxime resta silencieux. Il hocha la tête. Que devait-il dire ? Merci ? S'il vous plaît ? Tout cela lui paraissait absurde. Après la cérémonie, journaliste, photographe, questions. Camarade Nomokonov, dites-nous comment vous est venue l'idée du miroir. Maxime répondit brièvement, sans mots superflus, du mieux qu'il put. Je me suis souvenu de mon enfance, jouer avec les rayons du soleil. Je me suis dit, et si on utilisait ça à la guerre ? J'ai essayé, ça a marché. Pourquoi un miroir ? Parce que le soleil est toujours là, pendant la journée. Et le miroir est petit. Il ne gêne pas. Il n'est pas lourd. N'importe quel combattant peut le porter. Et s'il fait nuageux ? S'il n'y a pas de soleil ? Alors ça ne marche pas. Mais il y a plus de jours ensoleillés que de jours nuageux. Ça suffit. Ils écrivirent aux journaux Krasnaya Zvezda, Pravda, Izvestia, des articles sur Nomokonov, sur sa méthode, sur la façon dont un simple chasseur de Transbaïkalie a révolutionné le métier de tireur d'élite. Maxime lut le livre. C'était étrange. Il le décrivait comme un héros, mais il ne se sentait pas comme tel. Il faisait simplement son travail, tuer ses ennemis pour qu'ils ne s'entretuent pas. Une semaine plus tard, il fut renvoyé au front. Il retourna, aux siens, aux abris, aux tranchées, à la guerre. Trochine a rencontré. Alors, héros de l'Union soviétique ? Comment ça va à Moscou ? Ça va, dit Maxime en haussant les épaules. Il y a beaucoup de monde, c'est bruyant. Je n'y suis pas habitué. Vous ont-ils remis des prix ? Maxime a montré l'ordre de Lénine. Trochine siffla. Waouh !
Un prix prestigieux. Bravo, Maxime. C'est amplement mérité. Peut-être. Ils reprirent le travail. La guerre continua. À la fin de la guerre, le bilan de Nomokonov s'élevait à 368. 368 soldats, officiers et tireurs d'élite allemands tués. 83 d'entre eux sont des tireurs d'élite. La plupart ont été attirés par un miroir. 9 mai 1945. Victoire. Maxime l'a rencontré en Allemagne, près de Berlin. La division était stationnée en banlieue et attendait des ordres. Lorsque la reddition a été annoncée, tout le monde criait, s'étreignait, pleurait, tirait en l'air. Maxime était assis sur les marches de la maison en ruine. Il regardait le ciel. Il restait silencieux. Trochine s'assit à côté de lui. « Maxime, pourquoi restes-tu silencieux ? La guerre est finie. Nous devrions être heureux. » Maxime le regarda. Ses yeux étaient fatigués. Les vieux yeux d'un homme de 39 ans. « Je suis heureux, dit-il doucement. Je suis simplement heureux, en toute discrétion. Tu rentres chez toi ? J'irai, une fois démobilisé. Est-ce que je t'ai manqué ? Tous les jours. Trochine hocha la tête. Il resta silencieux un instant. Puis il dit « Maxime, sais-tu que grâce à toi, des centaines de personnes ont survécu, peut-être même des milliers ?» Maxime haussa les épaules. « Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Mais c'est vrai, votre méthode a sauvé des vies, beaucoup de vies. » « Peut-être, » dit Maxime en se levant. « Je vais me coucher. Je suis fatigué. » Il partit. Trochine le regarda s'éloigner en secouant la tête. Ce Nomokonov est un homme étrange, modeste, silencieux. Il n'aime pas la célébrité. Mais ce sont précisément ces types de personnes qui gagnent les guerres. Maxime Alexandrovitch Nomokonov rentra chez lui à l'automne 1945. Loulous de Lower Torgotse l'accueillit en silence. Sa femme, Niura, pleurait. Les enfants avaient grandi. Ils ne le reconnurent pas tout de suite. Son père était parti et un étranger était revenu. Cheveux gris, silencieux, le regard lourd. Maxime ôta sa tunique ornée de médailles. Il l'accrocha à un clou. Il ne la porta plus jamais. J'ai pris un vieux fusil Berdanka, le même que celui de mon grand-père. Je suis entré dans la taïga, chassé, comme avant la guerre. Antilope sable, écureuil, cerf et laf. Taïga se souvint de lui. Taïga le ramena. Il a emprunté des chemins familiers. Il a passé la nuit près de feux familiers. Il a contemplé des étoiles familières. Et peu à peu, la guerre s'estompa. Lentement, douloureusement. Mais elle s'estompa. Les visages des morts pâlirent dans les souvenirs. Le bruit des coups de feu s'estompa. L'odeur du sang se dissipa. Il ne reste que des cicatrices. 3 sur le corps. Dans l'âme, innombrables. Maxime vécut encore 23 ans après la guerre. Il mourut en 1968 dans son Ulus, chez lui, entouré de sa famille. Avant de mourir, il a appelé son fils, son aîné. Il a dit « Prenez soin de la taïga, elle vous nourrit, respectez-la, elle vous donne la vie. Et ne combattez pas, jamais. La guerre est un mal. » Le fils hocha la tête. Il ne comprenait pas alors. Il comprit plus tard. Maxime fut enterré selon le rite bouriate. Le chaman vint, il récita des prières. Il invoqua les esprits afin qu'ils accueillent le chasseur et le conduisent dans le monde de ses ancêtres. Ils ont posé une pierre sur la tombe, une simple pierre, sans inscription. C'est ce que voulait Maxime. Mais il y a une petite plaque à proximité, en bois. Un voisin l'a sculptée. On peut y lire « Maxime Nomokonov, chasseur, tireur d'élite, héros ». 3 mots, toute sa vie. La méthode de Nomokonov n'est pas morte avec lui. Après la guerre, il fut intégré au programme d'entraînement des tireurs d'élite de l'armée soviétique. On y apprenait aux jeunes soldats à utiliser la lumière réfléchie pour repérer l'ennemi.
Cette méthode a été utilisée dans des conflits locaux, en Afghanistan, en Tchétchénie, partout où des tireurs d'élite soviétiques, puis russes, ont combattu. Elles sont encore utilisées aujourd'hui, au XXIe siècle, malgré l'apparition des caméras thermiques, des télémètres laser et des viseurs électroniques. Mais un simple miroir reste efficace, car l'instinct humain n'a pas changé. Il aperçoit un reflet, il détourne la tête, automatiquement. C'est inscrit en nous par l'évolution, des millions d'années. Les paillettes sont un danger, ou une opportunité. L'avenir nous le dira. Et Maxime Nomokonov a transformé cette faiblesse humaine en arme. Vous vous souvenez comment j'ai commencé en parlant de 8 tireurs d'élite allemands? Comment un homme, armé d'un éclat de miroir, a déjoué les professionnels? Maintenant, vous savez comment cela s'est passé. Un chasseur transbaïkalien se souvenait d'un jeu de son enfance, un rayon de soleil sur le mur, des rires d'enfants, une joie simple. Et il a transformé ce jeu en une méthode de chasse aux humains. Effrayant, oui. Brillant, c'est vrai aussi. La guerre nous oblige à chercher des solutions là où on les attend le moins. Dans les jeux d'enfants, dans les techniques de chasse, dans des observations fortuites. Maxime Nomokonov n'était pas ingénieur, il n'était pas scientifique, il n'était pas théoricien. C'était un chasseur qui savait observer, remarquer, réfléchir. Et c'est là la principale leçon de son histoire. Le génie ne requiert pas d'éducation. Il requiert d'être attentif au monde, de percevoir ce que les autres ne voient pas et d'oser tenter des choses qui paraissent insensées. Le lapin du soleil semblait être un jeu d'enfant. Cela s'est avéré être une véritable bouée de sauvetage pour des milliers de soldats. À Chita, capitale du territoire transbaïkalien, se trouve un musée d'histoire locale. On y trouve une exposition consacrée à Nomokonov. Sa photo, jeune, en tunique, avec des médailles. Son fusil, un SVT-40 avec une lunette de visée PU, le même avec lequel il a combattu. Et juste à côté, sous verre, dans un cadre, se trouve un petit éclat de miroir, de la taille d'une paume, terni, vieux, celui-là même. Les guides racontent une histoire aux écoliers. Les enfants écoutent, ils ne comprennent pas toujours. La guerre est trop lointaine, trop ancienne, mais certaines personnes comprennent, et ils s'en souviennent. Parfois, la solution la plus simple est la plus efficace. Qu'un jeu d'enfant puisse sauver une vie, qu'un chasseur de la taïga puisse changer le cours de la guerre. Après la guerre, Maxime Nomokonov mena une vie paisible. Il ne donna aucune interview, n'écrivit aucun mémoire et ne prit pas la parole lors des réunions. Je suis simplement allé dans la taïga, j'ai chassé, j'ai élevé des enfants, j'ai contemplé les étoiles. Mais son nom demeure. Dans les manuels scolaires, dans les instructions, dans la mémoire de ceux qui connaissent l'histoire du tir de précision. Et chaque fois qu'un tireur d'élite prend un miroir et capte un rayon de soleil, il répète ce que le chasseur transbaïkalien a imaginé par une chaude matinée de juillet 1943. Près de Kharkiv, dans la tranchée. L'ennemi se trouve dans un cratère à 300 mètres de là, et un éclat de miroir dans la poche.